1, 2, 3. Donc rapidement, moi je m'appelle Thomas, je suis tech à la base, enfin à la base et toujours encore. Je fais que ça, enfin je fais que de la tech. En fait, le big data c'est plus ou moins par hasard, c'était ma spécialité quand j'ai fait mes études et j'ai fait de la tech dessus. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc je travaille chez Weglot, qui est une API de traduction en ligne. On traduit vos sites web en 5 minutes. Donc de la data, on en gère un petit paquet et des data en plus traduites. Et j'ai aussi cofondé Image SEO qui est sorti il n'y a pas très longtemps et on gère de la data liée à l'image. Et quand quelqu'un va optimiser ses images, on optimise les images pour le référencement et quand quelqu'un optimise ses images, s'il a un site de 20 000 images parce que c'est un e-commerce, on a 20 000 données sur ces images et on sait tout de ces images. On sait sa représentativité, son contexte, etc. et compagnie. Donc la data, on en a partout. Qu'on le veuille ou non, tout le monde. Il y en a certains qui commencent à supprimer leur compte Facebook, mais je pense que beaucoup d'entre vous en ont un, ou en ont eu un, ou prévoient d'en avoir un, peut-être. Et c'est un des plus gros collecteurs de données, comme Google et compagnie. L'idée de cette conférence, en fait, le big data d'un mythe à la réalité, c'est pas de vous faire mal au cerveau parce que je vais pas parler tech du coup, je vais vraiment parler. Ça va être ultra philosophique en fait. Là, on va juste faire travailler notre cerveau et réfléchir sur ce qu'il en est exactement. Est-ce que le big data, c'est simplement le buzzword des dernières années en fait, où tout le monde en parle, ça y est, ça existe d'un coup. Ou est-ce qu'en fait, il n'aurait pas existé depuis fort longtemps, il y a fort lointain, dans une autre galaxie peut-être. Est-ce qu'il ne serait pas venu d'ailleurs? Est-ce qu'il ne serait pas déjà apparu et on a juste mis un mot dessus? Comme les selfies, je pense que nos grands-parents faisaient, mais ils ne le savaient pas, et qu'aujourd'hui on a dit que ça s'appelait des selfies. Et ben l'idée c'est de vous montrer que ça soit un petit peu pareil. En fait, ça va, tout le monde m'entend correctement quand je parle? Ouais, c'est bon. Je ne suis pas là pour vous prêcher la bonne parole et dire que ce que je vais vous raconter c'est vrai. C'est juste une façon de penser. Une façon de penser qui peut-être diffère de beaucoup. C'est juste un autre angle de vue, une autre approche du big data plutôt que de dire coucou, bisous, hein on a plein de données et on peut tout savoir sur toi et on va faire plein de trucs. Donc, on va chercher à avoir cette approche-là au niveau du big data. On va le définir et on va redéfinir plein de choses. On va commencer par le système des 4V. À main levée rapidement, qui connaît le système des 4V sur le big data? Ok, 2. Si je compte bien. Les 4V, c'est quoi? C'est, genre, si je dis pas de bêtises, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez, hein, vous avez le droit. Je dis pas que des choses vraies. Si je dis pas de bêtises, c'est IBM qui a dit, tiens, on va donner 4V pour définir en fait ce qu'est le big data et ce phénomène de plein de données. Parce que c'est vraiment ça, on a un paquet de données, c'est un phénomène, il fallait le définir. Premier V, c'est le volume. On se rend compte qu'on a une problématique de données, une problématique de beaucoup de données, dès lors qu'il y a du volume dans la donnée. Clairement, si vous n'avez pas de volume, on s'arrête là, ça ne sert à rien, on peut reprendre nos affaires et partir. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de data. S'il n'y a pas de data, il n'y a rien à faire avec. Donc, c'est une définition d'un volume de données. Vous avez un paquet de données. Vous imaginez de prendre un site web quelconque, vous faites des inscriptions utilisateurs, votre volume de données, ça va être vos utilisateurs, qui peut augmenter. Le jour 1, vous en avez 1 et le jour 1000, vous en avez des millions peut-être, je l'espère. Deuxième V, c'est la variété. Vous récupérez des données, mais si vous récupérez que l'email, pas très varié. Mais vous commencez à récupérer le nom, le prénom, le sexe, l'âge, plein de choses. Donc là, on a une donnée variée. Donc déjà, ça devient un peu plus complexe. On a un paquet de données et elles commencent à être variées. Maintenant qu'on a plein de données et qu'elles sont variées, il faut y accéder à ces données. Aujourd'hui, c'est très difficile des fois de prendre le recul sur ce qu'on a aujourd'hui, parce que ça nous paraît acquis, mais on est dans l'instantanéité totale. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, je me suis planté comme tout le monde d'un endroit. Je ne connaissais pas le bâtiment et tout. J'avais mon téléphone avec la vidéo YouTube et je savais que c'était marqué InSec sur la vidéo au tout début de la vidéo. Et donc, je regardais les fenêtres en même temps que le téléphone jusqu'à ce que je tombe sur InSec, en bleu. Et là, magie, j'ai trouvé mon lieu.
cette donnée-là, elle sort de YouTube, j'ai un compte, il sait des choses sur moi, il sait où je suis, en même temps j'ai Google de brancher, voilà, là c'est le paquet. Là. Et pourquoi on parle de vélocité? Parce qu'elle est accessible à une vitesse, aujourd'hui on est dans l'instantané. On ne va pas tergiverser sur ah, le site web il met 5 secondes à charger, oh pardon, 5 secondes, oh là là. Qu'est-ce que c'est que 5 secondes dans une vie? C'est pas grand-chose. Donc on est dans l'instantanéité de la donnée. On va commencer des scènes bizarres. C'était pour le 4e V, on assombrit, c'est la fin. Le 4e V, c'est la véracité, où vous pouvez transformer ça par valeur, parce que là, on a des IT un peu partout. Donc, vous pouvez mettre valeur si c'est plus simple à comprendre. La valeur, la véracité de la donnée. Donc, est-ce que la donnée que je suis en train de vous raconter là ce soir, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que vous allez ressortir d'ici en disant « Ah, c'était génial » ou en disant « Pardon, c'est de la merde. Quoi. Je suis venu, j'ai perdu ma soirée et en plus, il n'y a pas de petit four. » Donc ça va être la valeur de la donnée que vous êtes en train de recevoir et la véracité. Et la véracité, aujourd'hui, on est en plein en train de la vivre dans la problématique de qui dit vrai avec les gilets jaunes. Je ne suis pas là pour dire je suis pour ou je suis contre, mais le moindre truc qu'on poste aujourd'hui sur Twitter ou Facebook, est-ce que la photo elle est vraie ou elle n'est pas vraie? On ne fait même plus confiance aux journalistes. Il y a eu la Ligue du LOL, etc. qui est parue. C'est Bagdad. Donc on a plein de données, elles sont variées, on y accède tout de suite. Bon, donc en plus, on n'a pas le temps d'attendre le pigeon voyageur ou le gars qui fait le marathon pour annoncer qu'on vient de gagner la guerre. Et en plus, on commence à la remettre en doute en permanence. C'est triste quand même. Du coup, l'objectif, l'enjeu de ce soir, c'est un peu de replacer tout ça dans le contexte. Il y a des millions d'années, je suis incapable de vous dire quand est-ce que l'être humain, le premier Homo sapiens, est apparu, je ne connais pas la date. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de réfléchir, et ça va être juste ça la conférence, ça va être se remettre en question tout ce qui s'est produit en faisant des hypothèses et en se demandant est-ce qu'au final, on n'est pas dans une nouvelle échelle de données. Pour ça, il faut repositionner le mot donnée. Qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée, c'est une information quelconque détenue par un tiers, n'importe qui ou n'importe quoi. Le mur, il est blanc, c'est une donnée. Je vous transmets l'information que le mur est blanc. Pour que je sache que le mur est blanc, on me l'a transmis. Il est vrai parce qu'il est acquis et tout le monde a défini que le mur est blanc. Personne ne remet en question le fait que le mur est blanc. Si la personne qui avait défini que le mur est blanc, il aurait dit bleu, vous serez en train de me dire non, tu mens, il est bleu le mur, il n'est pas blanc. Donc c'est une information. Tout ce qui nous entoure est une information. Un poème est une information. Ce qu'on raconte autour d'une bière quand on est bourré, c'est une information. Tout est une information, tout est une donnée. Et chaque petite bout de donnée provoque ce phénomène, c'est l'accumulation de ces informations qui provoque du volume, de la variété, de la vélocité et de la véracité. Donc là, on va faire un bond des années en arrière. Alors, un peu avant de faire un bond, on va redéfinir les problématiques d'une donnée, ce serait déjà pas mal, par rapport au cas de vie que je viens de raconter. J'espère que ça va, que je ne vous perds pas encore. C'est vraiment, ça va être beaucoup de questions en fait. J'espère que vous ressortirez d'ici, que vous ne dormirez pas et que vous y réfléchirez pour qu'on puisse changer le monde à nous tous. La problématique du volume. Il y en a plusieurs, j'ai essayé d'en trouver 2 à chaque fois. Si vous pouvez, ce que je vous raconte là, ce n'est pas forcément vrai, vous avez le droit de ne pas être d'accord et vous avez le droit aussi d'avoir d'autres questions. Moi, c'est ce qui me vient quand je pense au volume de données. Donc la problématique, ça va être la quantité. Qu'est-ce qu'implique la quantité de données? C'est qu'est-ce que l'on fait de la donnée? Si là, demain, j'arrive vers vous, je vous donne 1 million d'informations, bah, si vous ne savez pas quoi en faire, bah, repars avec ton information. Enfin, je m'en fiche, littéralement, quoi. Enfin, tu m'embêtes à me donner 1 million d'informations. Imagine, je vous donne 1 million de photos physiques. Ça prend de la place. C'est une donnée, la photo. C'est une donnée qui donne plein d'informations. Et si c'est 1 million de photos de ma grand-mère, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Comment stocker la donnée? Donc là encore, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que ça nous paraît acquis de stocker la donnée dans le virtuel. Mais il y a encore quelques années, c'était physique.
quand ils ont envoyé la première fusée sur la Lune, pas de débat, théorie du complot, on n'y est pas allé, etc. Mais quand ils ont dû l'envoyer et qu'ils ont mis les premiers ordinateurs d'IBM pour faire 3 calculs qui se courent après, physiquement, il y en avait des ordi. Hein. C'était très gros. Aujourd'hui, ça nous paraît microscopique. Pour rappel, en 10 ans, on est passé d'une carte SD de 128 mégas, soit un album MP3, à 128 gigas. C'est exponentiel. Et là, le stockage, c'est comme si vous aviez, vous passiez d'une maison de 100 mètres carrés à 10 hectares, quoi. Vous avez de la place d'un coup. Donc, c'est la problématique du volume que ça implique dès lors qu'on parle d'une donnée et qu'il commence à en avoir beaucoup. La vélocité. Donc là, on va sur les problématiques de rapidité. Quelle est la problématique de rapidité pour une donnée? C'est que si elle arrive de plus en plus vite, faut qu'il y ait un petit quelqu'un pour l'organiser. Parce que si je vous envoie 1 million de photos physiques, au moment où j'arrive et que je vous les donne, c'est très rapide, hein, c'est instantané. Je vous donne le caisson, vous vous débrouillez avec. Par contre, je pense que vous allez espérer que j'ai organisé ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si ce n'est pas organisé, vous venez d'avoir la donnée rapidement. Et si vous devez l'organiser vous, c'est une sacrée perte de temps, c'est des problèmes. C'est des problèmes par rapport à ce que vous êtes en train de recevoir. Et du coup, pour que ça soit rapide, il y a la problématique de transmission. Comment on transmet de la donnée de plus en plus vite? Aujourd'hui, le problème, il est de plus ou moins résolu. On est carrément dans l'instantané, on cherche à faire des trucs en millisecondes et même plus en secondes. Problématique de la véracité, donc de la valeur, ça va être la pérennité de la donnée. Donc, je vous donne une information aujourd'hui. Est-ce qu'elle est valable? Toujours. Est-ce que ce que je suis en train de dire ce soir est vrai aujourd'hui et dans 100 ans? Ou est-ce que l'information se perd, se transforme, n'est plus vraie, etc., etc. Et donc, c'est sa validité dans le temps. Quand les platistes, il y a des milliers d'années, pensaient que la Terre est plate, ils disaient vrai peut-être. Personne ne pouvait vérifier la valeur de la donnée. On acceptait. Et dans le temps, il s'avérait que ce n'était pas très vrai. Pardon s'il y a des platistes dans la salle. On peut organiser une marche et on attendra de voir si on arrive au bout. Ça risque d'être long. Et la variété. Lui, c'était le plus casse-pied pour que je trouve des questions. Donc, si vous en avez d'autres, c'est génial. Donc, on est sur de la diversité. Et le problème de diversité, c'est toujours pareil. Traitement de la donnée. La donnée est variée, donc on doit l'organiser. On est aussi dans le stockage, etc. Parce que ça va impliquer… C'est un peu l'accumulation des trois qui fait que là, on est un peu partout. Là, si on a plein de données, il y a du tri à faire. Du tri, ça demande de la vélocité, etc. etc. Donc tout ça, c'est le système des 4V. Si vous en avez un cinquième, tant mieux. Si vous considérez on peut en enlever un, c'est votre choix. Encore une fois, c'est pour donner un cadre à ce big data, grosse donnée. En anglais, ça rend super bien. En français, c'est nul à chier. Mais voilà, on a dit big data. Voilà, il y a plein de données. Alors maintenant qu'on a appris ces 4 problématiques, là, j'ai plus de slides et ça va être juste du blabla pour en fait réfléchir et donc faire ce fameux bond en arrière. En fait, c'est que des hypothèses. Et si on va reprendre notre histoire, il va falloir se projeter et comprendre, s'imaginer comment ça s'est produit à ces différents moments. Je ne peux pas retourner dans le passé, donc je ne peux pas vous dire que c'est absolument vrai. Encore une fois, c'est mettre en hypothèse ce qui s'est passé à certaines époques et est-ce que finalement, en fait, le big data, on ne l'aurait pas vécu 2 ou 3 fois déjà et qu'aujourd'hui, on a voulu mettre un mot dessus comme on met un mot sur selfie. Parce qu'on aime bien ça. Du coup, repensons à l'Homo sapiens qui, ne savait pas parler ou alors faire des gémissements. Je mets un tout petit peu de côté l'écriture parce qu'il y en a qui pourraient me dire « Ouais, mais il faisait des dessins ». Alors, c'est une forme d'écriture parce qu'au final, nous, si quelqu'un ne comprend pas ce qui est marqué là, pour lui, c'est un dessin. Donc, je le mets légèrement de côté parce que l'écriture est un fondamental universel que les gens sont acquis à dire « Ok, ça fonctionne comme ça, on l'apprend et on comprend ». Un dessin, chacun voit ce qu'il a envie de voir. C'est un peu plus compliqué de faire admettre que tel dessin est toujours vrai. L'écriture, c'est pour ça que je le mets un tout petit peu de côté. On dira sur cette hypothèse-là
qui ne savaient pas écrire, mais qui pouvaient éventuellement dessiner. À cette époque-là, ils chassaient le mammouth, ils gémissaient, ils ne faisaient pas grand-chose. Et maintenant, on va essayer de comprendre leurs données à eux. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on en est là aujourd'hui parce que quelqu'un de très loin nous a transmis toutes ces informations-là. On est capable aujourd'hui de faire tout ce qu'on fait parce qu'il y a de la transmission. Et c'est le but même de la donnée. Si vous ne la transmettez pas, arrêtez, ça ne sert à rien. Ceux qui ont des enfants, vous transmettez des choses à vos enfants, etc., etc. Vos parents, on est tous là, on a tous des parents. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Marie, on n'est pas sûr encore qu'on puisse tous donner la vie sans papa ou sans une maman. Donc nos parents nous ont forcément transmis quelque chose. Ce fameux Homo sapiens, on va l'appeler comme ça, sa donnée, c'est ce qu'il pouvait exprimer. Donc on va dire le dessin, les gémissements, les signes, les façons de faire. Il a créé une information, une lance, on peut tuer un mammouth avec, etc. Et en fait, les gens ont mimé ce qu'ils voyaient et qui fonctionnait. Et c'était de la donnée, c'était de l'information, c'était de la transmission. En termes de volume, très faible. Là, ça casse pas trois pattes à un canard, le volume, c'est son cerveau. C'est tout. Variété, c'est ce qu'il pouvait en faire. Il y en a un qui a réussi à faire une lance, un autre un couteau. Bon, voilà. Vélocité, la rapidité de transmission de cette donnée-là, c'était face à face, bouche à oreille. Même là-bas, ça marchait, le bouche à oreille. Donc, c'était pas très rapide. Ce que je veux dire, c'est que le mec sur le continent asiatique et le mec sur le continent américain, ils avaient du mal à communiquer. C'était assez long. Le stockage, donc la problématique de stockage de variété et tout ça, encore une fois, c'est le cerveau. La pérennité de la donnée d'un Homo sapiens, elle était très compliquée. Il décédait, plus de données. Il fallait espérer qu'il les transmise. Je ne vous dis pas si celui qui avait fait la lance n'avait pas expliqué comment on fait une lance. Je ne sais pas si on sera encore là. Donc, on est dans un phénomène, en fait, c'est qu'un principe d'échelle. On est dans un phénomène où on peut dire que l'échelle, elle est à 1. Là, on est au stade minimum. Mais ils ont leur quantité de données à eux. Et ils doivent la gérer. Ils ont des problèmes quand même. Il ne faut pas croire que c'était tout beau, tout rose. Enfin, je pense. Mais ça a évolué. Ça a évolué parce qu'ils ont fait de plus en plus de découvertes. Ils se sont rendus compte que peut-être qu'à travers les dessins qui ont la pérennité, le dessin est déjà plus pérenne que le discours, qu'ils arrivaient à transmettre de la donnée jusqu'à arriver peut-être à un certain volume où ça commençait à être critique. On va faire un bond en avant, c'est le bond que moi j'ai décidé de faire, mais vous pouvez peut-être, si vous êtes historien et très fort, vous avez peut-être d'autres timelapses et je serais ravi de l'entendre. On va faire un bond vers l'écriture. Je n'ai pas parlé de la véracité. La véracité, c'était on faisait confiance à celui qui tapait le plus fort. Ça marche, des fois. Donc ça, c'était la véracité. On croyait celui qui nous tapait parce que sinon… Donc, on va faire notre fameux bond en avant, l'écriture. Donc, c'est pour ça que je mettais un peu de côté le dessin, parce qu'au final, le dessin fait partie un peu de l'écriture. Mais on va considérer qu'on arrive à un moment T où tout ce qui est en train d'être écrit, dessiné, commence à être compris par tout le monde. On attaque un langage universel. Et là, le volume, il augmente. L'échelle, elle augmente. Pourquoi elle augmente? Elle augmente parce que déjà, votre donnée, elle est écrite quelque part. Donc, le petit bonhomme qui l'a écrit, il n'a plus besoin de se soucier de ce qu'il vient d'écrire. Il libère son cerveau pour peut-être penser à d'autres choses. Parce que je ne vous dis pas s'il fallait retenir à chaque fois tout ce qu'on nous disait. Oh là là. Il devait avoir une tête monstrueuse. Le fait d'écrire, ça nous permet de libérer notre pensée et donc de penser à autre chose et de créer du coup quoi? D'autres données qu'on va à nouveau écrire. Donc l'écriture a provoqué une accumulation de données, le volume d'informations a augmenté. La Bible, quand elle a été écrite, il n'y en avait qu'une. Je ne sais pas qui est le premier qui l'a écrite. Enfin d'ailleurs, je ne sais même pas exactement comment s'est produite l'écriture de la Bible, mais on va considérer qu'il n'y avait qu'une Bible et qu'il fallait la lire et que tout ce qui était raconté là-dedans, c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'on voit que la donnée, l'information qui commençait à être transmise, avait différé. Déjà, l'information, elle était différente. C'était des érudits qu'on écoutait, c'était des prophètes, c'était la religion.
on se fie à notre famille, etc. La véracité de la donnée provenait de plusieurs horizons et voire même de personnes dans lesquelles on avait envie de croire. Le volume a augmenté, la transmission, la vélocité était plus rapide. Celui qui a écrit la Bible sur un bouquin, sur un bouquin c'est vite, hein, mais on va dire sur des papiers, des papyrus qu'on veut, ou tiens, l'exemple des papyrus est génial pour l'Égypte ancienne, on pouvait prendre le papyrus, l'amener à notre copain et lui donner. La vélocité, c'était la capacité de transmettre cette donnée, ce papyrus, d'un point A à un point B. De transmettre notre Bible d'un point A à un point B. La variété, elle augmente, comme je vous ai expliqué, par le fait qu'il y en a de plus en plus. Ils devaient avoir des tartines de papyrus à plein d'endroits. Donc la donnée, elle est variée. Et là, on a une nouvelle échelle de valeur. On a une échelle de valeur qui augmente. C'est leur big data à eux. Imaginez 5 minutes, le gars qui devait gérer tous les papyrus. Le gars, on lui amène, la bibliothèque d'Alexandrie, elle ne s'est pas faite, tiens, on va faire une bibliothèque. C'est génial. Non, la bibliothèque, c'est le résultat d'une accumulation de données. C'est pas arrivé comme ça, est-ce qu'on ne ferait pas une bibliothèque? Alors déjà le mot, est-ce qu'on ne ferait pas un truc comme ça? Ça organise la donnée. Qu'est-ce que c'est que une bibliothèque? C'est l'organisation de la donnée. À un moment donné, quand il y a trop de papier, il faut bien le mettre quelque part. S'il est à différents endroits, chez tout le monde, etc., comment on y accède? Vélocité. On centralise la donnée en un endroit. Nous, elle est où maintenant? Elle est sur des serveurs. Et bien, le serveur de l'époque, c'est la bibliothèque. Pour y accéder, on se déplace, etc., etc. Il y a des gens qui peut-être faisaient des kilomètres pour voir des informations. En faisant ces kilomètres, ils vont la récupérer. Ils reviennent chez eux avec cette information, etc., etc. Et ça se diffuse. C'est leur big data. Je suis persuadé qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas dit « Oh là 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 là, tout vient naturellement ». Ou alors, chapeau à eux, ils étaient plus intelligents que nous. Parce que nous, on se pose la question aujourd'hui de comment on fait avec notre big data. Et quel est l'intérêt de cette époque-là, de cette information? Il faut se rendre compte qu'en fait, et ça c'est moi qui le dis, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord, l'information c'est le pouvoir. Et on le voit avec la religion. La religion, toute l'information que transmettait la religion, on faisait amen et on croyait en la religion. Les Égyptiens croyaient en plusieurs dieux et croyaient en leurs prophètes, etc. Enfin, ceux qui transmettaient la religion. Et on considérait que ceux qui détenaient l'information de Dieu disaient vrai. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre que c'est aussi l'accumulation de ces informations-là et cette disparité, ces problématiques qui font que des fois, ça transite. Alors après, il peut y avoir des trucs qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et d'un coup, on dit « Ah tiens, cette information, elle est mieux, etc. etc. » C'est l'accumulation des personnes, de la croyance en quelque chose. Petite parenthèse, c'est comme l'argent. Le billet de 10 € strictement ne vaut rien. Il vaut quelque chose parce qu'on a décidé de croire en ce qu'il vaut. Mais c'est tout. Si l'État demain dit « C'est terminé, fin du bal, les euros ça vaut plus rien », vous serez bien content de votre portefeuille. Il n'y aura pas grand-chose en valeur. Par contre, vous allez croiser les doigts pour que l'État fasse quelque chose et vous fasse transiter vers une autre croyance. Mais véritablement, le billet ne vaut rien. Si vous partez avec votre portefeuille en Égypte ancienne ou en Grèce, à cette époque-là, ils vont vous rire au nez. C'est quoi ce papier? Ça vaut quelque chose parce qu'on l'a défini. Et c'est une donnée. L'argent est aussi une donnée. Petit bond en avant qui a certainement été compliqué à gérer avec cet amas d'informations, l'arrivée de l'imprimerie. Avant, on va dire qu'on avait une Bible. Alors pour rappel, à l'échelle, on était à 1 à l'Homo sapiens, peut-être que là on est à 100. Peut-être, je ne sais pas. Vous définissez n'importe quelle échelle. On a une échelle qui a quand même évolué, mais on a du mal encore à se dire, ok, il y a plein de données. Aujourd'hui, c'est gérable, voyons. Mais je ne pense pas que c'était aussi facile pour eux. Mais maintenant, arrivé l'imprimerie, c'est Gutenberg l'imprimerie, si je ne dis pas de conneries. Je sais jamais. Il est malin celui-là. Quelle idée il a eu de multiplier la donnée. Attendez, j'avais une Bible avant, maintenant j'en ai 10 millions. Oh.
J'ai autant de bits que je veux. J'ai autant d'informations que je veux. On la multiplie. Ça pop de partout. Je dis une connerie, allez, on l'écrit 36 fois. Puis vous serez tous au courant. Et là, pareil, vous pensez que ça s'est peut-être fait d'un coup. Ah tiens, il y a plein de bouquins. Mais là, c'est pareil, ils ont eu les problèmes d'organisation. Si je vous donne 300 bouquins, le même bouquin, vous n'allez pas le garder dans un seul et même endroit. Ça ne sert à rien. Ou alors vous allez en garder 10, peut-être pour 10 personnes, puis vous allez en donner 10 à quelqu'un d'autre, 10 à quelqu'un d'autre, etc. Donc vous diversifiez encore la donnée, elle est de plus en plus variée, parce que ça me paraît inné qu'elle est de plus en plus variée. Déjà, depuis tout le temps qui écoule, là, il y a eu des lumières qui sont arrivées. La vélocité, elle augmente. Vu qu'il y a de plus en plus de données et qu'elle est de plus en plus disparse à différents endroits, c'est encore plus rapide d'y aller. Quand Gandalf il doit aller dans la Terre du Milieu, du Rouen, jusqu'à Minas Tirith pour aller trouver son petit papyrus sur Sauron, il aurait bien été content qu'on ait dupliqué l'information sur Sauron et que ça soit dans la comté. Ça aurait été plus rapide, je pense. Et bien, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. La donnée s'est multipliée, l'information s'est multipliée dans divers endroits, de plus en plus variés, volumes, etc. Mais là, la véracité rentre encore en jeu. Qui dit vrai? Est-ce que toutes les informations qu'on a distribuées sont vraies? Donc là, ils vont avoir le problème des entités qui vont devoir dire « on dit vrai ». C'est nous qui avons raison, mais sur quel fait? Eh bien, sur le simple fait qu'on croit en eux. Le simple fait qu'on se dise « ok, il est quand même pas bête, je vais te croire ». C'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ça qui permet de garder, on va dire, sainement les gens. Si tout le monde commence à douter de tout le monde, et c'est un peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on ne croit plus personne, si ce n'est que notre entourage au plus proche, et on revient à l'homo sapiens. On revient aussi bête que de croire que la personne qu'on a en face de nous, si tant est qu'on ait décidé de la croire, puisqu'on remet tout en cause. Donc on a l'imprimerie, phénomène de big data, véridique. C'est sûr et certain. Ils n'avaient pas le mot, dommage. Mais c'est sûr et certain. On ne peut pas dire que cette multiplication de données qu'ils ont dû créer n'était pas un problème pour eux. Moi, j'ai envie de dire que c'est faux et j'ai envie d'y croire. Et là, il y a, je ne sais pas, 90, dans les années 80-90, Internet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Internet, il y a des petits malins qui se sont dit, tiens, on va faire mettre des câbles entre les pays et les villes et tout. Et on se rend compte qu'on arrive à faire passer des informations dedans. Puis ça va vite. En fait, Internet, c'est quoi? C'est le phénomène notre phénomène de big data qui a amplifié la virtualisation de nos données. C'est-à-dire qu'avant Internet, on avait déjà quand même l'ordinateur. Il y avait même la télé, je crois, etc. Donc, la virtualisation, la numérisation de nos outils fait qu'il n'y avait plus besoin d'éditer 300 millions de livres. Il suffisait d'en avoir un seul dans notre ordinateur et c'était accessible. Pour le transmettre, quand on n'avait pas encore la clé USB, c'était un peu plus compliqué. Mais on l'avait virtuellement. Le stockage, le souci de stockage, c'est la taille de notre ordinateur, notre espace de stockage, les disques durs. Vélocité, c'est la rapidité dans laquelle vous allumez votre ordinateur. Vous pouvez consulter la donnée et la rechercher. Je ne sais plus à quel moment la Bible a été numérisée, mais ça devait être génial. Pour faire des recherches, ça devait être plus rapide. C'est pas grave, il n'y a plus de slides, il n'y a plus besoin. Donc en fait, on a commencé à numériser nos données, mais on n'avait pas de problème. Parce qu'on s'est dit, c'est cool, en fait, on la rend juste plus pérenne. Parce qu'effectivement, ça on en a peut-être, j'en ai pas parlé, mais les livres, c'est bien, brûler une bibliothèque, ça aide pas pour la pérennité de la donnée. Du coup, on s'est dit en virtualisant, c'est peut-être un peu plus pérenne, mais au final, c'est toujours un peu pareil. Mon ordinateur, il casse, je fais tomber un disque dur, je perds la donnée, si elle n'a pas été dupliquée. Et on se rend compte qu'il faut dupliquer la donnée pour qu'elle reste le plus pérenne, qu'elle soit le plus accessible, etc. Donc, on arrive dans une époque de numérisation de tout ça. Et là, le cheveu sur la soupe, Internet. Internet, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir diffuser vos données sur un réseau
qui existait déjà avant. Hein. Si vous mettiez deux réseaux, deux ordinateurs côte à côte avec un petit câble, vous pouviez vous la transmettre, la donnée. Internet, c'est un réseau public, global, sur lequel tout le monde se branche, et là, vous pouvez transmettre vos données. Et là, c'est parti. Là, on est dans le big data et en plein big data. Volume, là, on n'est plus à 100 en échelle, on est à watt million. Variété, bon, alors ça, c'est pareil, pas besoin de tergiverser, hein, on sait tout sur tout maintenant. Vélocité, on a augmenté la vitesse. Quand vous téléchargez un film sur Netflix dans les années 2000, je ne sais même pas si vous avez le téléchargement dans les années 2000, ça existait, Netflix est très vieux. Ça devait être super long. Il fallait se lever le lundi pour avoir le film le vendredi. Et la véracité, on n'a pas encore trop le problème. On accepte que cette donnée elle est juste à un endroit différent physiquement ailleurs. Ce qui a posé des problèmes, c'est notre fameux web 2.0 que j'aime bien définir en 4.0 en fait. Pour dire, il y a 4 web. Le premier web, c'est quand on a commencé à faire des sites et que vous avez interagi avec ces sites. Le plus simple, qu'on savait faire technologiquement parlant, c'était un formulaire de contact. Vous créez de la donnée. On vous sait des informations que vous allez nous transmettre. Votre nom, votre prénom, votre email et le message que vous envoyez. Le web 2.0, alors web 1.0, il n'y a pas d'interactivité. Hein. C'est vraiment, vous arrivez sur le site, vous donnez l'information et puis vous espérez qu'on vous contacte à jour. Mais la donnée se crée. La donnée, elle arrive. Elle existe depuis des années. 2.0, on démarre l'interactivité. 2.0, c'est le site e-commerce. On va prendre l'exemple d'un site e-commerce. On va prendre même l'exemple d'un lit pour bébé. Voilà, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Un lit pour bébé, donc le web 1.0, vous voulez commander votre lit, vous envoyez un formulaire de contact. Bonjour, est-ce que tu peux m'envoyer ce petit lit? C'est pour un garçon, merci. Hop. Puis vous recevez votre lit peut-être quelques semaines après. 2.0, vous avez l'interactivité, c'est-à-dire que votre livraison se passe bien. Pourtant, il n'est pas Amazon. Et vous recevez votre lit, mais là, vous pouvez interagir avec le site et avec les autres. Vous pouvez poster des commentaires et un avis. Ça, c'est méga ouf comme donnée. Vous mettez 5 étoiles, 4, 1, ce que vous voulez, et vous dites « ce lit est génial ». Ou alors, vous dites tout simplement « ce lit est moyen ». Je demandais un lit pour un garçon et on dirait que c'est un lit pour une fille, ou alors pas adapté pour une fille, etc. Bon, pas de débat hein, sur les couleurs, on s'en fiche, mais voilà. Bon, voilà, vous émettez une hypothèse. Donc, vous créez à nouveau de la donnée et de l'information supplémentaire pour les suivants. 3.0, c'est ce que je définis comme étant la connexion des bases de données. Parce que là, il faut bien se rendre compte que vos sites, le site e-commerce, il n'a que ses données à lui. S'il veut avoir les données du copain, il ne les a pas encore. Et là où ça commence à devenir dangereux, c'est l'interconnexion des bases de données. C'est quoi? C'est connexion avec Facebook, connexion avec Google, connexion avec trucs, etc. C'est-à-dire que là, vous acceptez qu'un service sur lequel vous vous êtes inscrit, sur lequel vous avez donné des données, puisse se connecter avec un autre service qui n'en avait absolument pas connaissance. Donc, quand vous vous connectez avec Facebook sur un service, il faut bien comprendre qu'il ne prend peut-être pas beaucoup de données, mais il a pris les données que vous avez chez Facebook pour les ramener chez lui. Et là, on a interconnecté les bases de données. Certaines échelles, mais on a aussi la capacité de les interconnecter de manière beaucoup plus forte que ça. Et le web que je dis 4.0, c'est que maintenant, on sait où vous êtes à la position GPS près. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus d'interconnexion. De toute façon, on sait déjà tout. Et en plus qu'on sait tout, on sait où tu es. On est même capable de t'envoyer des missiles dessus si tu as ton téléphone allumé. C'est pas cool quand même. Mais on sait tout. Et ça, le big data, c'est notre big data à nous, c'est notre problème à nous. Le volume, il est monstrueux. La variété, on n'en parle pas. La vélocité, on est dans l'instantanéité. Et la véracité, c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que quoi? Je vous disais que la donnée, c'est le pouvoir. Mais qui a le pouvoir aujourd'hui? Nos États, oui, bon, ça, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour faire une théorie du complot et que Google, Facebook, enfin que le GAFA, c'est les meilleurs du monde et que c'est eux qui dirigent le monde. J'en sais strictement rien et je ne le pense même pas. Mais on est bien d'accord que Google, Facebook, enfin ces fameux GAFA, ils ont quand même un poids monstrueux. C'est-à-dire que Google fait vivre des gens. Qui fait du SEO dans la salle? Pas de référenceur.
Combien de référenceurs vivent grâce à des sites pollués de pubs? Tout simplement parce qu'ils arrivent à faire ranker leur site en position 1, qu'ils ont un flux de visiteurs monstrueux et que ça leur génère de l'argent. Google appuie sur un bouton et dit fin du bal, il y a du chômage. Facebook, c'est pareil. Twitter, c'est pareil. Amazon, c'est pareil. Amazon, c'est dangereux parce qu'on a l'impression qu'ils tuent les e-commerçants. Il faut s'adapter à Amazon. Il faut que j'ai ma marketplace sur Amazon. De toute façon, ça ne sert à rien aujourd'hui de faire son site parce que de toute manière, Amazon, il mange tout, etc. Il tue les magasins physiques, patati patata. Bah, c'est pas faux, c'est pas vrai, mais c'est un peu entre les deux. Il faut s'adapter. C'est notre big data à nous. On est en train juste, je pense, de s'adapter comme les gens l'ont fait avant nous. Seulement l'homo sapiens, il avait une échelle de 1 et puis on se dit que physiquement, cervement, je ne sais pas si ça se dit, au niveau de la cervelle, c'était gérable. Au niveau de l'imprimerie, c'est encore gérable, on est dans du physique. Et là, on est dans du virtuel. Notre cerveau, il n'est pas virtuel. Et on n'arrive pas à concrétiser où est la donnée, quand elle arrive, qui l'a dit, est-ce que c'est vrai, d'où il l'a détenu, etc. Et à mon avis, à mon sens, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et du coup, pourquoi d'un mythe à la réalité? Parce qu'en fait, ce n'est pas un mythe. À mon avis, le big data existe depuis des années à des échelles différentes. Et la réalité qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut s'adapter aux nôtres et que ça change méga vite. En 10 ans, on a dépassé nos capacités de stockage monstrueusement. On arrive à des nanomètres où les processeurs ne sauront plus quoi en faire parce que ce sera trop petit. On parle de quantique. Quantique remet en question énormément de choses. Si c'était véridique tout ce qui se dit, je ne sais pas, je ne suis pas professionnel de quantique, mais si c'est véridique, ça va changer encore beaucoup de choses en termes de stockage, en termes de vélocité, en termes de prise de décision, etc. Et qu'est-ce que c'est que le big data d'aujourd'hui? On se rend compte que c'est le pouvoir, que ça a de la valeur. Ben, tout simplement, c'est vrai. Si vous avez un paquet de données, que vous soyez la meilleure âme possible au monde ou le pire escroc, dès lors que vous l'analysez et que vous la regardez, vous pouvez avoir des informations. Et nous, à notre toute petite échelle d'image SEO, si on analysait et qu'on regardait tout ce que les gens font, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, si j'ai envie de regarder, je peux. C'est juste ma conscience qui fait qu'il dit « ne le fais pas trop ». Mais je serais capable de savoir beaucoup de choses sur les gens. Quelles images ils vont regarder? Est-ce qu'ils font des images coquines? Est-ce qu'ils font des images de voitures, etc. Et à partir de là, bah, vous créez ce que vous voulez comme business. Le mec, il adore les voitures, bouge pas. Je vais appeler Mercedes. Je vais leur vendre tes données. Je crois que tu es intéressé. Et ça a de la valeur. Et c'est ça qui, à mon sens, est peut-être dangereux. Et prendre conscience aussi de la véracité et de ce que les gens sortent. Mettez-vous pas en alerte en permanence. Oh, il y a une image, est-ce qu'elle est vraie? C'est dangereux de tout remettre en question. C'est dangereux aussi de ne pas remettre en question. Donc on a un peu le cul entre deux chaises. Et je pense que je terminerai là-dessus. Ça me paraît pas mal. Donc voilà, c'est ce que je vous raconte. Vous êtes d'accord avec ou pas? Là, vous faites votre libre arbitre. C'est ma façon de voir comment est le big data aujourd'hui et qu'au final, c'est peut-être pas différent qu'avant. On a juste une échelle tellement monstrueuse que ça paraît un peu gros. Merci.